Allez, c'est reparti, soyez les bienvenus. Installez-vous, installez-vous, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez bien mangé, que tout se passe bien. On m'entend bien, ça va? Oui. Installez-vous tranquillement. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc soyez les bienvenus. Je me présente, je suis Anne Boissy. Je suis votre maîtresse de cérémonie pour encore bien toute la journée. Alors pour ceux et celles qui ont loupé mon intro ce matin, je vous ai annoncé que j'étais une jeune maman et j'ai beaucoup parlé de ma robe. Et il y a plein de gens qui sont venus me voir à la pause déjeuner en mode « mais vous avez menti ». Ce n'est pas une robe que vous avez payée 5 € sur Vinted de la marque Kiabi Maternité. Mais je vous jure que si. Et je l'ai vraiment négocié 3,50 € comme une grosse négociatrice. D'accord? Et vous savez quoi? Parce que je l'ai déjà mise 2 fois et puis il ne faut pas lasser son public. Je vais la remettre en vente si vous voulez. Je vous propose un code promo, moins 20% avec le code promo Femme et Challenge. Je la remets sur Vinted dès ce soir. Mon Vinted pour de vrai, c'est Anne50130. Abonnez-vous. Je vous jure que c'est vrai. Alors, 50-130 parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, moi, j'habite à Valogne, dans la Manche. Il y a des gens de Valogne? Yes, 5-0 en force. Alors, Valogne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite commune de 8000 habitants. Alors, Valogne, c'est comme Fast and Furious, sans le fast et sans le furious. Voilà, ça résume très très bien. Et j'y suis allée, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il était là, j'y suis allée par amour pour suivre mon chéri qui est pâtissier et chocolatier. Et mon chéri qui était déjà l'année dernière, qui est relâ cette année. Voilà, le beau gosse là, avec le petit tablier blanc. Désolé, c'est le mien. Voilà. Et l'année dernière, je vous avais dit, parce que j'étais enceinte, donc j'ai accouché, pour ceux qui viennent d'arriver cet après-midi. Merci de ne pas faire félicitations. Donc l'année dernière, je vous avais demandé d'aller lui acheter des chocolats pour pouvoir acheter une poussette. Et on a acheté une toute petite poussette. Et l'enfant grandit tellement vite. Il est juste là, il vous attend. Alors, avant de lancer évidemment notre nouvelle conférence, je vous jure que c'est vrai, j'en profite, je suis un peu votre troubadour, je vous raconte des bêtises. Je vous jure que c'est vrai, c'est la totale impro. Il y a quand même un homme que je ne citerai pas tout à l'heure, qui est venu voir mon chéri qui s'appelle Robin, et qui lui dit « Écoute Robin, salut, je voulais te dire un truc. L'année dernière, je suis tombée amoureux de ta femme. Mais là, j'ai compris que tu étais avec, et t'inquiète, c'est cool. » Alors, sachez que cet homme existe. Alors, je sais qu'en général, on parle du thème « oser », mais c'est quand même très osé. Je m'adresse aux hommes qui souhaiteraient, par exemple, prendre une photo avec moi tout à l'heure pour votre album de divorce. N'hésitez pas, mais ça s'arrêterait là. Merci beaucoup. Allez, place désormais, sans aucune transition. Et vive Valogne! Sans aucune transition, on va passer à une nouvelle conférence absolument exceptionnelle. On va recevoir une femme qui est incroyable. La troisième conférence de cette journée répond au thème « Changer les mentalités par le leadership ». Nous allons recevoir une femme qui fut ministre pour la parité et l'égalité professionnelle de 2002 à 2004, membre du Parlement de 1991 à 2017. Elle a joué un rôle clé dans l'intégration de la parité dans la Constitution française. Reconnue à l'échelle internationale pour son expertise sur les droits des femmes, elle est aujourd'hui membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et présidente de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Je vous demande d'applaudir extrêmement fort Madame Nicole Hamelin. Merci pour ce magnifique accueil et laissez-moi tout d'abord vous dire mon admiration. Depuis ce matin, je mesure le courage individuel, le leadership féminin, la capacité des unes et des autres à décider, et parfois même en sortant des rails, car c'est au fond un peu cela la vie, c'est peut-être la liberté qui précède l'égalité, c'est-à-dire la capacité à un moment de sa vie de faire les choix. Et cet après-midi, je voudrais en quelques minutes vous dire que partout dans le monde, les femmes sont des forces de progrès et de paix, même si partout dans le monde, elles sont aussi les premières victimes des discriminations, des violences et des conflits. Mon admiration, je l'exprime à chacun et à chacune de vous, non seulement pour ce que vous êtes, ce que vous représentez, mais aussi pour cette force collective, cette force d'innovation exceptionnelle qui est la vôtre. Et je voudrais féliciter vraiment Audrey Régnier et toute son équipe, Olivier Lino aussi, que je retrouve avec bonheur, mais aussi tous les partenaires et la région en particulier, qui réussit à donner cette visibilité
à un réseau de compétences et d'innovation. Et pourquoi est-ce si important? Si je vous dis, est-ce que vous savez vraiment ce que vous représentez? Vous allez me dire assurément oui, nous connaissons nos vies, nos épreuves, nos challenges. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes un exemple et un espoir pour des millions de femmes qui, dans le monde, n'ont pas cette capacité. Elles le voudraient, mais elles ne l'ont pas. Et j'ai coutume d'aller malheureusement sur les zones de crise ou de conflit. Et parce que vous existez, elles gardent l'espoir. Et souvent, elles me le disent. Elles me disent, on sait que c'est possible. Donc, on veut y arriver. Et on ira jusqu'au sommet. Pas seulement le Fujiyama, mais tous les sommets. Et je voudrais vous dire un grand merci pour elles parce que je sais combien c'est difficile pour des millions de femmes dans le monde. Et pour autant, est-ce que cet exemple suffit? Au risque de vous faire réfléchir et peut-être d'être un peu négatif, je vous dirais que non. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à des challenges absolument inédits, disruptifs, devrions-nous dire, très exactement, c'est-à-dire qui passent d'un état à un autre. Ils sont existentiels avec les conflits, avec le climat, avec les risques d'extrémisme ou autres, et ils sont aussi civilisationnels, avec l'intelligence artificielle notamment. Et face à ces enjeux, la grande question, c'est de dire où sont les femmes. Et ce que nous constatons au niveau mondial, c'est que dans les systèmes de décision les plus importants qui décident de la guerre, qui décident de la dette, de la gestion de la dette internationale, de la sécurité ou de la défense, ou de l'intelligence artificielle, qui décide? Aujourd'hui, ce ne sont pas les femmes. Et je le dis comme je le pense. Le mur est assez infranchissable. Pourquoi? Parce que nous héritons d'un système universel fondé sur une verticalité, une hiérarchie, une inégalité structurelle. Ça s'appelle un système patriarcal. Et tout le monde le reconnaît, les États les premiers. Et ce système patriarcal, il se traduit dans beaucoup de domaines, et notamment par la persistance des idées reçues, des stéréotypes, des rôles assignés, qui font, et je reprends les exemples que nous avons entendus ce matin, qu'il faut quelquefois quelque chose de très disruptif pour sortir soi-même des rails et pour essayer de décider d'une autre vie. Et aujourd'hui, face à cette situation, eh bien, l'ONU a une réponse, et j'ai été chargée d'une réflexion sur les nouveaux systèmes de gouvernance dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'égalité, ça n'est pas seulement partager la gouvernance, c'est la changer. C'est faire en sorte que les femmes contribuent à l'évolution du monde, qu'elles ne soient pas simplement dans leur sphère, qu'elles ne soient pas simplement, je dirais, autorisées ou encouragées à réussir. C'est qu'elles aient la légitimité absolue de le faire et surtout de prendre toute leur part à l'évolution du monde. Alors c'est idéal, me direz-vous? Non, ce n'est pas idéal. Nous l'avons fait en France avec la parité politique. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai été très proche de Simone Veil et nous étions toutes les deux à ne jamais décolérer parce que à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important, nous sentions qu'il y aurait une minorité de femmes. Et nous nous sommes vraiment dit qu'un jour, il faudrait qu'il y ait une décision qui consisterait à dire l'égalité, c'est un droit, nous le savons, mais c'est bien plus que cela. C'est une force et c'est encore beaucoup plus que cela. C'est une réponse. Aujourd'hui, quel est le sujet qui n'appelle pas une intelligence collective? Et vous représentez cette intelligence collective dont le monde a besoin. Car aujourd'hui, nous lions directement l'égalité et la parité à la solution aux enjeux du monde, que ce soit les objectifs de développement durable ou que ce soit les conditions de la paix. Et cette résolution que j'ai fait adopter à l'ONU, elle est aujourd'hui soutenue par 75 pays, dont des pays qui vous surprendront. La Chine, et le président chinois vient de déclarer que les systèmes de gouvernance doivent aujourd'hui intégrer les femmes. Ça vaut au niveau national, ça vaut d'autant plus en Chine qu'il y a très peu de femmes dans les instances de direction, et ça vaut aussi dans l'économie. Et aujourd'hui, parmi tous ces pays, il y a aussi des pays qui revendiquent cette égalité, cette parité. Je vais vous citer un autre exemple qui peut vous choquer. L'Arabie saoudite vient de nommer à parité
les membres de son conseil qui sert d'Assemblée nationale, si je puis dire, avec des membres qui sont nommés et non pas élus, mais qui sont à parité. Parce que la parité devient un investissement, peut et doit être considéré comme le plus bel investissement possible. Parce que s'il y a une ressource qui est peut-être la moins exploitée au monde, c'est l'intelligence des femmes. Et aujourd'hui, il faut que cette intelligence serve une autre vision du monde et qu'on soit peut-être sur des choix différents, mais que vous soyez pleinement à votre place. Alors comment peut-on en Normandie, où effectivement il y a, je dois dire, une conjonction, une convergence de très très bonnes ondes, de très bonnes vibrations, agir pour le global, passer du local au global? Eh bien, nous avons là peut-être aussi une chance, c'est que précisément en Normandie, il y a une conjonction de volonté remarquable entre l'économie, la politique et aussi, je dirais, la vision universelle des droits de l'homme et du développement durable. Et je préside à Caen un institut des droits de l'homme et de la paix qui a précisément pour objet de créer une culture nouvelle de gouvernance, une culture qui intègre les valeurs universelles, qui font qu'aujourd'hui, nous puissions consolider aussi nos valeurs démocratiques dans les entreprises comme dans les organisations professionnelles. Parce que c'est très important. La paix est très fondamentale. Alors, je ne vais pas entrer dans l'actualité du moment, mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que construire la paix, c'est l'enseigner. C'est faire en sorte que là où nous sommes, nous soyons aussi des acteurs, des leaders de paix. Et la paix, ça n'est pas simplement l'absence de guerre ou la question de l'armement et autres, pas du tout. C'est une consolidation sociale, c'est une consolidation démocratique. Ce sont les valeurs les plus fondamentales, celles qui sont contenues dans ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, c'est-à-dire la protection de l'environnement, mais aussi des institutions saines et une gouvernance exemplaire. Et en vous regardant, en voyant tous vos visages, en voyant votre capacité vraiment d'innovation, je me disais que ce qui serait intéressant, c'est que l'on puisse, avec cet institut, mais d'une manière plus générale, avec l'UNESCO par exemple, construire un partenariat entre votre réseau et les valeurs qui font le monde d'aujourd'hui. Parce que j'ai la chance de siéger à l'UNESCO et je pense que vous représentez ce dont nous avons tous besoin. Encore une fois, la vision, le dynamisme et le leadership. Et au fond, ce matin comme cet après-midi, vous verrez que le fait de quitter sa zone de confort, c'est peut-être ce qu'il y a de plus extraordinaire, de plus inspirant, de plus excitant dans la vie. Eh bien, je vous invite à quitter aussi cette zone normande de confort pour être vers le global et l'universel, et j'ai envie de vous emmener très loin. Et puis surtout, je voudrais vous dire que la dernière fois que je suis allée en Afghanistan, ça a été une blessure pour moi terrible, une blessure personnelle et une blessure collective, une blessure universelle. Nous avons élevé pendant 20 ans une génération de filles. Nous les avons suivies, nous les avons gâtées. Une petite fille m'avait dit un jour, est-ce que tu penses que je peux être un jour présidente de l'Afghanistan? Mais je lui avais dit, mais bien sûr que oui. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à en parler sans émotion, car nous n'avons pas été au rendez-vous. Mais sachez qu'aujourd'hui, l'histoire, elle ne représente pas des rails qui nous emmènent d'une manière systémique vers le futur, et un futur heureux. Nous voyons des exemples partout dans le monde où il y a des reculs considérables, y compris en Europe. Récemment en Pologne avec le droit à l'avortement. Et donc aujourd'hui, et nous le voyons dans l'économie, un économiste sur 4 est une femme. Il y a eu une revue récente sur 355 institutions mondiales, sur les banques et les institutions financières, fonds souverains et autres. Il y avait 16% de femmes dirigeantes. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas au top niveau de l'économie, et je ne parlerai même pas du CAC 40 et des entreprises cotées dans le monde. Elles ne sont pas dans l'intelligence artificielle. Donc, nous ne sommes pas dans le changement du monde. Et aujourd'hui, la vraie question est là.
comment nous maîtrisons ce changement? Comment nous faisons valoir notre propre vision du changement? Ne laissons pas effectivement les choses se faire sans nous. Et moi, je remercie infiniment les hommes présents parce que c'est avec eux qu'on va faire bouger les lignes et qu'on va faire en sorte que la parité ne soit pas un objectif, un idéal, mais un standard universel. C'est l'objet de mon rapport qui, encore une fois, est porté aujourd'hui à tous les niveaux. Et je pars à Genève demain. Nous ferons une réunion avec les États pour savoir comment nous le mettons en œuvre. Ça devrait passer, bien sûr, par des réformes constitutionnelles, parce que nous sommes des spécialistes du droit international. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut aussi changer les mindsets, les états d'esprit. Les textes, c'est une chose, les têtes en sont une autre. Et il faut commencer là où on est. Donc, si vous le voulez bien, ensemble, eh bien, je vous propose peut-être pas de nous retrouver l'année prochaine à l'ONU, ça serait peut-être, quoique la logistique est absolument formidable, j'ai vu ça depuis que je suis arrivée, mais je vous propose d'entrer dans cette révolution managériale et de gouvernance à l'échelle du monde. C'est votre affaire et surtout, gardez à l'esprit ce que m'a dit une jeune Colombienne l'autre jour. Elle m'a dit, Gabriel Garcia Marquez disait, ne vous demandez pas ce que le monde va vous apporter. Dites-vous qu'il attend tout de vous. C'est ça que je voudrais que vous reteniez. Mais ne pensez pas que le mur soit totalement infranchissable. Il est difficile. Nous connaissons un backlash un peu global aujourd'hui dans le monde, mais tout peut encore changer. Dans le bon sens, si vous vous mobilisez. J'ai coutume de dire 3 mots. Accélération, innovation, mobilisation. Tout est réuni ici pour faire non seulement de la Normandie, mais de votre réseau, un bel exemple universel. Et je termine sur l'Afghanistan parce que c'est le pays qui me tient le plus à cœur. Nous avons des messages parfois qui disent n'abandonnez jamais le combat, pour vous et pour nous. Merci. Restez sur scène. Vous restez sur scène. Merci infiniment. Madame Nicole Hamelin. Vous restez avec nous, Madame Hamelin. Madame Hamelin, il va peut-être y avoir quelques questions-réponses. Je vous en prie. Vous allez avoir la possibilité de poser quelques questions à Madame Nicole Hamelin. Mais reprenez votre micro, je vous en prie, avec joie. Je vous invite à lever la main, tout simplement, si vous avez une question, puis on va venir vers vous avec un micro, quelqu'un de l'équipe Femmes et Challenge. Il faut toujours quelqu'un pour se lancer, je n'ai de cesse de le dire. N'hésitez pas, Madame, juste là. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour ce que vous faites et pour ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est absolument remarquable et admirable, madame. Je vais vous raconter pourquoi je n'étais pas là ce matin. Je suis de retour d'expatriation après 16 années à l'étranger. Et donc, je suis dirigeante d'entreprise et donc je reviens en France et je réapprends un peu la France. Et ce matin, j'ai eu une entrevue avec un dirigeant, donc mon égal, d'une grande entreprise française. Et qui au bout d'un moment me dit profil remarquable, extraordinaire. Donc je suis partie je suis pas passée par, voilà, je suis passée un petit peu par un contact, ce qui est important, un réseau, et qui me dit à un moment donné, ça m'embête, vous êtes maman et non, voilà. Il va me plaire, lui. Voilà. Si vous étiez célibataire sans enfant, je vous embauche demain. C'est une blague en 2025. Ce n'est pas une blague. En 2025, à Paris, j'étais dans un bureau. Des noms. Emmenez les places de grève. Mais j'étais en face de l'Arc de Triomphe, dans des magnifiques bureaux, et ce type me sort ça. Et moi, je lui ai dit, vous savez quoi, monsieur, moi, j'ai cette chance d'être maman, d'être dirigeante d'entreprise comme vous, et je ne souhaiterais pas travailler pour vous. Mais évidemment. Donc, voilà. Bravo, bravo. Mais évidemment. Mais vous parliez de changement de mentalité. Le chemin est long. Voilà, le chemin est long. On doit y arriver chacune à notre valeur, chacun, à notre rythme. Mais qu'est-ce que vous nous conseillez de votre rôle à vous encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Encore une fois, il faut que les règles du jeu changent et l'idée de mettre la parité comme point d'accès et non pas comme point d'arrivée change tout. Parce que lorsque ce sera intégré dans ce qu'on appelle les espaces normatifs,
et il faut que cela passe par la loi. Ça n'est pas possible autrement, parce que seule la loi peut changer quand même, révolutionner les têtes. Et honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment trop d'autres solutions. Pour l'économie, c'est moins facile que pour la politique, bien sûr, d'imposer la parité. Mais on peut vraiment construire une démarche beaucoup plus volontariste. Et d'ailleurs, je dirais que les nominations, ne serait-ce que cela, dans les grandes entreprises, etc., notamment dans les entreprises publiques, on pourrait tout à fait imaginer qu'elles obéissent à un système paritaire. Et donc, qu'on ne me dise pas que dans ce cas, il y aurait des femmes qui risqueraient d'être incompétentes, parce que j'avais entendu ça lorsque nous avons porté la parité. Mais la parité, elle n'ôte rien à la compétence, elle la reconnaît, c'est différent. Et surtout, elle le reconnaît de manière massive. Les femmes sont compétentes. Vous en êtes des magnifiques illustrations. Mais au-delà de ça, s'il n'y avait que des hommes compétents à la tête des grandes entreprises, ça se saurait aussi. Donc, je vais être extrêmement claire. Et comme le dit souvent mon amie Christine Lagarde, on est plutôt victime d'une crise de testostérone dans nos instances dirigeantes. Définitivement. Merci. On a, Madame Ameline, peut-être une dernière question? Une autre question? Merci en tout cas pour votre témoignage, qui fait un peu froid dans le dos, je tiens à le dire quand même. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre récit. J'ai 26 ans et je suis en passage un peu dans ma vie où je dois faire des choix qui seront conséquents pour le reste professionnellement. Et je suis curieuse et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous diriez à la Nicole de 25-30 ans pour justement tous ces choix ou toutes ces petites aventures qui arrivent dans sa vie. De choisir la liberté et l'égalité. La liberté, ça n'est pas, je veux dire, l'indépendance, comment dirais-je, personnelle. C'est l'indépendance vis-à-vis des codes qui ont, pendant des années, pendant des siècles, construit un cadre, vous l'avez tout dit, très contraignant, visible et invisible pour les femmes. Et le fait d'oser, on retrouve Olympe de Gouges, mais le fait d'oser est quelque chose qui est absolument essentiel aujourd'hui, pas seulement pour réussir sa propre vie, mais pour le monde. Et je voudrais que vous fassiez ce lien en disant, au fond, moi, ma liberté, elle servira le monde. Et elle servira toutes les femmes qui aujourd'hui ne l'ont pas. Merci infiniment, Madame Nicole Ameline. Madame Nicole Ameline, merci infiniment pour votre témoignage extraordinaire. Merci, Madame. Et pour vous rejoindre, Madame, je pense que ça passe en effet peut-être par la loi, mais surtout par l'éducation. On parle beaucoup d'enfants. Inculquons à nos enfants des valeurs d'égalité et de parité. Continuons avec un nouvel Open Talk, toujours aussi inspirant, avec des personnalités toujours aussi fabuleuses. Je vais annoncer notre première invitée. Elle est la première vice-présidente de la région Normandie, membre du Haut Conseil à l'égalité, en charge du développement économique, du soutien aux entreprises et de la RSE des entreprises. Elle joue un rôle clé dans le rayonnement et la transformation de notre territoire. Madame Sophie Gauguin. Chère Sophie. Une femme à haut débit qui ne manque jamais de réseau. Elle est à la fois directrice de la RSE et directrice du cabinet du CEO Orange, et ce depuis 2022. Madame Gaëlle Levu. Depuis 2023, elle est la directrice générale du Crédit Agricole Normandie-Seine, où elle met un point d'honneur à développer le territoire normand, le tout au plus près de ses clients. Madame Karine Bourguignon. Ancienne sportive de haut niveau, elle est désormais associée et vice-présidente d'ABGI, une ETI de conseil en innovation, transformation et performance des organisations. Elle est membre du conseil exécutif du MEDEF, fondatrice du réseau Femmes du MEDEF, Madame Dominique Carlac.
Enseignante balleuse, elle se définit comme une animatrice entrepreneuse. Fidèle à Femme et Challenge, c'est la 3e animation de table ronde aujourd'hui pour le forum. Elle anime régulièrement des débats et tables rondes sur les grands projets du territoire. Drôle, enjouée, hyperactive, très attentive à l'actualité sportive, donc culturelle, à l'actualité sportive, culturelle et sociale. Elle aime également la salsa. Elle m'a demandé de préciser. Ce sera notre modératrice Caroline Kenney. Un petit salsa ou pas? Bonjour, le Zénith de Rouen. Je suis venue avec 4 rockstars. On est au Zénith. Je suis venue avec 4 femmes de réseau, 4 femmes de terrain, 4 femmes de conviction qui partagent énormément de choses en commun. Vous avez chacune des positions de leader. Vous avez utilisé cette position de leader pour en faire des leviers très forts pour transformer vos organisations en interne, en externe, on va le voir. Vous ne vous êtes pas contenté de gravir ces échelons, ni d'être érigé parfois en totem, mais vous avez fait de chaque étape de votre parcours un laboratoire de changement concret avec un fil rouge, la parité, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations. Vous avez également en commun d'œuvrer pour sortir les femmes de l'invisibilité. À commencer par vous-même, Karine, vous avez vous-même œuvré pour vous sortir très vite de l'invisibilité. Prenez un micro, Karine. Vous avez débuté votre carrière au Crédit Agricole et vous êtes aujourd'hui directrice générale du Crédit Agricole Normandie-Seine. Et vous avez œuvré pendant toute votre carrière pour la transformation de cette institution qui nécessite de se moderniser en permanence. Vous êtes une de ces dirigeantes, et ça je l'ai entendu, qui donne au mot ambition une tonalité profondément humaine. Vous incarnez un leadership qui allie l'exigence, la proximité et le courage de transformer. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai entendu. Vous êtes à la tête d'équipes qui sont nombreuses, de grosses équipes, depuis plusieurs années. Et pourtant, vous restez ancré dans la réalité et vous êtes surtout, on dit de vous, vous êtes très, très disponible pour vos équipes. En quoi, aujourd'hui, votre leadership a permis de transformer cette institution? En quoi, aujourd'hui, vous l'utilisez? Et comment vous avez le sentiment de faire évoluer les mentalités au Crédit Agricole? Et j'ai utilisé le mot d'ambition, mais je sais que vous ne l'aimez pas. Et vous dites que votre moteur, ce n'est pas l'ambition, vous dites que votre moteur, c'est l'envie. Ah oui, ça, c'est l'envie. Ça a été le moteur toute ma vie. Et je pense que ce sera le moteur pour le restant de ma vie. Voilà, ce que vous avez dit m'a un peu émue, ce qui fait que je suis... Voilà. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes souvent ému et vous dites d'ailleurs que vous laissez vos larmes et que ce n'est pas un signe de fragilité. Au contraire, les gens savent que vous laissez accueillir cette émotion et ça, c'est une force de savoir laisser accueillir cette émotion. En tout cas, j'ai appris à le faire parce que, comme sans doute un certain nombre d'entre vous, l'émotivité fait aussi partie de moi. Et quand j'ai débuté ma carrière, le fait que les larmes viennent souvent était perçu comme un signe de fragilité. Voilà, j'ai appris à faire avec. Et donc maintenant, j'ai plus honte quand les larmes viennent parce que l'émotion est trop forte. Alors que j'ai eu longtemps honte des larmes qui pouvaient venir parce que j'étais émue et je peux être émue pour des tas de choses, y compris des réussites de collaborateurs, des choses pour lesquelles je sens les gens très engagés, des succès, etc. Voilà, c'est... Alors comment vous les expliquez, ces succès et cette capacité que vous avez à transformer un univers dont on peut dire que quand vous y êtes rentré, c'était un univers profondément masculin? C'est un univers certes masculin, mais je dois le dire, je n'ai jamais, tout au long de ma carrière, en tout cas à l'intérieur de l'institution, senti des freins parce que j'étais une femme. Je l'ai presque plus senti dans ma carrière, dans les relations avec mes clients. Parce que quand j'ai débuté ma carrière, quand je répondais au téléphone, on pensait toujours que j'étais la secrétaire. Voilà. Je me souviens même être allée chez des clients où, alors c'était peut-être il y a très longtemps, je ne suis plus toute jeune, mais où je me souviens d'un chef d'entreprise qui m'a fait entrer. La première fois qu'on était allé le voir, j'étais allée avec le responsable de l'agence et il m'a vu arriver, il m'a regardé, il a ouvert la porte, il a regardé à droite, à gauche pour savoir si cette fois-ci j'étais venue toute seule, ce qui avait l'air de le dramatiser.
Maintenant, c'est passé. Peut-être pour répondre à ta question sur en quoi j'ai pu apporter quelque chose, je pense que cette envie, ce moteur, je suis persuadée que pour transformer les choses, pour faire avancer le monde, pour faire avancer les entreprises, il faut que cette envie, elle soit partagée. Pas que par le leader. Vous ne pouvez pas faire bouger les choses si... D'abord, vous ne pouvez pas faire bouger les choses tout seul. Ok, vous êtes le leader, mais un leader tout seul, sur une île déserte, excusez-moi, il ne fait pas grand-chose. Et donc, pour faire avancer les choses, il faut que vous embarquiez les autres. Et c'est quoi le levier que le plus partagé dans le monde? C'est l'envie, c'est le plaisir dans tout ce qu'on fait. Et ce moteur-là, eh bien, je me suis dit, pour embarquer les autres, pour leur donner envie, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est quoi leur moteur? Qu'est-ce qu'ils ont envie de transformer eux-mêmes dans leur vie, dans leur quotidien? Quand vous comprenez ça, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les autres et de les faire avancer. Vous dites que vous êtes une femme du faire plutôt qu'une femme du dire, et pourtant vous êtes très sensible à la rhétorique et au discours des grands hommes. On a eu une discussion sur les grands discours des grands hommes. D'ailleurs, vous avez un mantra qui est Churchill. Voilà, et la phrase que Churchill dit. Vous pouvez nous la partager? En fait, je vais vous dire pourquoi j'aime. D'abord, il a cette phrase célèbre que je vais certainement mal interpréter, qui est de dire ne pensez pas que l'impossible. Voilà. Quand il n'y a pas de risque d'échouer, il faut y aller parce que de toute façon, il n'y a pas de choix. Il faut y aller. Ouais. Voilà. Ne pensez pas que vous pouvez. Non, plus c'est compliqué, plus c'est impossible, mais plus il faut le faire. Parce que c'est comme ça qu'on transforme le monde. Il faut le faire. Et pourquoi j'aime Churchill? C'est quelqu'un qui disait les choses et qui n'avait pas peur de dire les choses et de dire les choses telles que les gens doivent l'entendre. Je préfère par exemple Churchill à De Gaulle, parce que De Gaulle considérait que, on peut tous avoir des avis différents, mais que en tant que militaire, voilà, les gens devaient le suivre. Il montrait la voie, les gens devaient le suivre. Churchill avait une autre approche des gens. Il voulait que chacun comprenne la situation et parler en toute transparence. Et en tout cas, je pense que c'est ce qui me caractérise. Il faut toujours qu'on ait un discours de transparence. Si vous voulez que les gens aussi vous suivent, évoluent, changent, vous appelez ça les mentalités, moi je dis souvent le terme plutôt culture, si vous voulez que tout le monde se mette à faire, mais il faut leur faire confiance. Et le premier élément pour faire confiance aux gens, c'est de leur dire la vérité. Voilà, quand vous partagez la vérité, quand vous leur dites les choses de manière transparente, les gens peuvent l'entendre. Voilà, Churchill a dit « Je ne peux pas vous promettre des choses merveilleuses, mais du sang, des larmes, de la sueur ». Bon, sincèrement, ce n'est pas très accrocheur comme discours, mais c'était nécessaire. Donc, voilà, n'ayons pas peur de dire les choses. Et je pense que les femmes le disent beaucoup plus ouvertement que les hommes. Ouvertement, sincèrement, authenticité. Sincèrement, voilà, donc profitons-en. Mais rassurez-nous, vous ne dites pas ça au Crédit Agricole, qu'il y aura du sang et des larmes. Je leur ai déjà dit. Vous leur avez déjà dit. Mais oui, mais c'est de la sueur plutôt que du sang et de larmes. Voilà. De la les larmes, sueur. ça dépend comment on les prend. Voilà. Elle sait parler aux collaborateurs et aux collaboratrices. Merci Karine pour cette introduction. Une autre femme qui use de la technologie aussi pour en faire un levier de transformation humaine, c'est vous, Gaëlle. Allez-y, prenez un micro. Prends mon micro. Gaëlle Levu, chez Orange, vous avez enchaîné des rôles clés, innovation, marketing, grand public, puis direction de la communication, puis direction de la RSE, directrice de l'environnement et de la responsabilité sociale et de la conformité et de l'éthique. Et aujourd'hui, vous êtes même directrice de cabinet de votre CEO d'Orange, qui est une femme, qui est l'une Je suis directrice de cabinet du CEO d'Orange France, qui d'Orange est un homme, mais il France, est très qui est bien un aussi. homme. Hein. Je préfère le dire. Alors, la femme, donc, c'est la directrice d'Orange Europe. Europe Monde. Europe Monde. Worldwide. Un jour, vous avez, en sortant de réunion, quelqu'un vous a dit, en fait, ce que tu fais, c'est tirer des câbles. Et vous avez répondu, ah non, moi, ce que je fais, c'est je relie des gens, des territoires et des opportunités. En fait, vous avez piloté les premiers déploiements de la fibre en France. Et ça, c'est une première transformation majeure, puisque vous avez amené Internet haut débit partout en France. On dit de vous que vous êtes une femme d'action, mais surtout une femme de vision. Est-ce que changer les mentalités, c'est d'abord être visionnaire ? Je pense que c'est aussi avoir des convictions.
C'est-à-dire qu'il faut être, je pense que c'est beaucoup plus facile d'amener des équipes, effectivement, de partager et de faire évoluer les choses quand on a soi-même déjà des convictions et quand on a une idée de là où on veut aller. Donc on appelle ça une vision stratégique, on appelle ça comme on veut, mais je pense que déjà, si soi-même on a pris le temps un peu de réfléchir vers où on veut aller, même si rien n'est prévisible, et c'est bien dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je crois que s'il y a bien quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est la situation dans laquelle on est en ce moment. Je pense que c'est important, voilà, d'avoir des convictions sur un certain nombre de valeurs, sur un certain nombre d'éléments dans la façon d'agir. Après, on ira là où on peut aller, on ira en fonction, on se réadaptera en fonction de ce qui se passe, mais je pense très important de s'accrocher à ces valeurs. Et vos convictions pour moderniser et l'entreprise et la société, quelles Je sont-elles ? pense que si je me mets dans le thème de la journée, je pense que la diversité, l'équilibre au sein de l'entreprise, on l'a entendu tout à l'heure, l'apport que les femmes peuvent avoir dans l'entreprise d'un point de vue idées, solutions, c'est déterminant. On a, il y a quelques années de ça, c'est une petite anecdote, mais j'avais avec plusieurs personnes, dont Delphine Ernotte, qui était la patronne d'Orange France aussi, qui est très, très impliquée sur ces sujets-là, du rôle de la femme dans l'entreprise et dans le leadership. On avait créé un réseau de femmes qui s'appelait Innovel, et notre envie justement, c'était de permettre à des femmes de pouvoir s'exprimer sur des sujets business. On était un peu frustrés. Voilà, je pense qu'on peut dire le mot parce qu'il n'y avait pas suffisamment de femmes qui représentaient notre vision des choses. On avait beaucoup travaillé avec des réseaux d'autres domaines, dans la SNCF, dans l'hôtellerie, etc. Et c'était très intéressant parce que c'était une époque où voilà, ça se construisait beaucoup, ces réseaux-là. Et on avait travaillé à rendre des rapports sur demain l'innovation. De l'innovation pensée par des femmes pour une société dans laquelle on allait leur rendre service aussi, et en particulier dans la tech, puisque les femmes sont très peu représentées, et tout à l'heure on l'a dit sur l'IA, et ça fait très peur d'entendre à quel point les femmes sont assez peu dans des postes clés, contribuent assez peu à cette construction de la société de demain, et l'IA se nourrit de ce qu'on lui donne, et si on ne lui donne pas une vision partagée, équilibrée de la société, avec la moitié de femmes, la moitié d'hommes, c'est très très problématique. Quelles autres actions vous avez pu mener au sein de Orange pour justement irriguer et la société Orange et également la société extérieure vers l'entrepreneuriat ? Alors on a travaillé en particulier depuis maintenant, ça doit faire, on est à la huitième édition qu'on lance juste là. Donc je fais un appel d'ailleurs à candidature s'il y a des femmes entrepreneuses dans la salle. On a un programme qui s'appelle justement Femmes entrepreneuses. Tous les ans, une centaine de femmes qui, partout dans les territoires, d'hommes comprises, enfin voilà, on essaye d'aller chercher les femmes là où elles sont et pas l'inverse, pas leur demander de venir à Paris forcément. Et on a tout un programme pour les accompagner au rythme auquel elles vont. Donc ça, c'est très important. On leur apporte du soutien matériel, du soutien aussi de fonds avec l'accès à nos ingénieurs, etc. Et puis surtout, et très très important, on constitue un réseau. Maintenant, c'est plus de 700 femmes qui, entre elles, continuent de faire vivre ce réseau. Et on sait à quel point c'est important de ne pas être seul dans ces moments-là. Voilà, donc c'est un exemple. On a d'autres exemples internes, mais j'en profite comme c'est d'actualité. Jusqu'au 31/12, vous pouvez venir sur le LinkedIn de Femmes Entrepreneuses. Si vous êtes intéressés, on sera très heureux de vous accompagner dans ce programme. Merci, merci Gaëlle de cet appel. Proximité, justement, proximité c'est important dans votre carrière et dans votre métier d'élu. Mairie depuis 2008, région depuis 10 ans, vous êtes la représentante de la région, première vice-présidente de la région en charge du développement économique. En quoi cette proximité, elle vous aide d'abord à sentir, à capter les besoins et après à vous en emparer pour faire évoluer les mentalités? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Puis je suis ravie de retrouver des femmes avec lesquelles j'ai le plaisir de travailler souvent pour défendre des convictions. Et ça rejoint la proximité, les convictions, c'est-à-dire que quand on identifie un enjeu ou des enjeux, comme l'a très bien exprimé Nicolas Mine, c'est un enjeu mondial, et que vous arrivez à faire le lien entre ce que vous pouvez faire dans l'expression des besoins de vos habitants
et la solution que vous pouvez y apporter concrètement, là où vous êtes en responsabilité, partout, tout le temps, c'est ce que j'ai dit dans mon petit message, c'est-à-dire que l'engagement qui nous unit ici, il ne peut pas être à demi-mesure compte tenu de l'évolution du monde, et il doit être partout où nous sommes, tout le temps. Et donc il est dans ma commune, en attention vis-à-vis de celles et ceux qui ont besoin de trouver des solutions, et en particulièrement les femmes en milieu rural. Il y a un excellent rapport du Sénat qui est sorti, mais malheureusement qui pointe que c'est quand même une double peine, c'est-à-dire que vous êtes éloigné de toutes les solutions quand vous vivez en milieu rural, et donc en tant que maire d'une commune de 2300 habitants, je m'attelle à créer le réseau qui vient aider. Et de la même façon, en région Normandie, avec des chefs d'entreprise que je connais bien, bonjour Audrey, bonjour Léa, et que je soutiens en créant des politiques publiques adaptées et qu'on fait évoluer en permanence. Et un des premiers réflexes que nous avions eu avec Léa Lassara, c'était celui-là, c'était de se dire comment, sans faire de discrimination positive, aider les femmes chefs d'entreprise à trouver la bonne ingénierie financière. Et on a eu des bons échos. Mais oui, il faut changer les mentalités. Voilà. Donc le lien entre la proximité et les enjeux mondiaux, il est dans l'action. L'action, vous avez aussi rédigé un livre blanc. Vous avez, en interne, vous avez travaillé sur un rapport, sur un groupe qui s'appelle Égalité et qui sert aujourd'hui de modèle à l'extérieur. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est la preuve de concept. C'est partir d'une idée et puis l'appliquer au plus près du territoire et en faire un exemple national. Et pardon, mais de temps en temps, c'est parce que là, on est quand même un des plus grands réseaux français. Donc vous pouvez vous applaudir, mesdames, messieurs. Et merci à la présidente, à Audrey, de donner son PEPS et au président de CCI d'accompagner. Mais comment on fait remonter tout ça? En fait, c'est pas la preuve par l'exemple. Donc, créer une politique publique adaptée, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on fait pour l'entrepreneuriat féminin? Créer un fonds dédié, former ceux qui accueillent dans les banques et dans notre agence de développement Normandie à avoir un regard égalitaire. Une femme qui arrive, elle est autant compétente pour porter son projet. Et puis, en région Normandie, j'ai dit à Hervé, bon, écoute, je fais plein de choses, mais laisse-moi faire ça en plus. Parce que le moment de la société est qu'il faut embarquer tout le monde. Et le thème d'aujourd'hui, c'est leadership et influence. Eh bien, vous ne pouvez l'exercer que si vous arrivez partout où vous êtes à emmener avec vous une dynamique. Et je me rendais bien compte du décalage parfois avec certains de mes collègues élus. Quand on parle de violences faites aux femmes, ils ne se rendaient absolument pas compte de la réalité de la vie. Mais tant que vous n'avez pas les chiffres, tant que vous n'êtes pas formé aux mécanismes, etc., vous vous dites, il y a encore ça. C'est au doigt mouillé. Voilà. Non, il y a encore, est-ce que c'est vraiment vrai? Enfin, moi, on m'a posé la question. Mais Sophie, dans ce combat que tu mènes sur la lutte contre les violences faites aux femmes, on m'a encore posé la question l'année dernière, mais vraiment, tu es sûre? Oui, enfin, regardez les chiffres, c'est affligeant. Et donc, vous vous dites, je vais emmener avec moi mes collègues, on va se former. Donc, petit à petit, on a créé un groupe parité. Nous nous sommes formés, on a emmené, je salue les équipes de la région, les directions, on a formé tous les directeurs de la région, et donc c'est agir là où vous êtes tout le temps. Et Carole Delga, présidente de Région de France, qui a vu que la région Normandie était pilote, m'a demandé de porter ce pilotage pour toutes les régions, de recenser tout ce qui se faisait de positif en termes d'actions concrètes dans les territoires. On en a fait un livre blanc, on l'a remis à Aurore Berger, et on va travailler ensemble parce que la dynamique aujourd'hui et le moment fait que c'est le moment d'y aller tous ensemble. Ok, le contexte budgétaire est difficile, mais ce que nous faisons là est essentiel, c'est pas accessoire. Voilà, et donc il faut le porter collectivement. Le porter collectivement. Dominique Carlac, ce que vient de dire Sophie doit faire écho. Elle a parlé de preuves de concept. C'est aussi la façon dont vous avez abordé les choses au MEDEF. Je rappelle, vous êtes influente et très pionnière au MEDEF. Vous avez été vice-présidente et porte-parole. Vous êtes une entrepreneure visionnaire à travers vos choix aussi. Vous êtes associée d'un grand cabinet en innovation, transformation et performance. Cette preuve de concept, pour vous, elle sert à prouver l'efficacité, d'aller chercher des femmes entrepreneurs et de les mettre sous la lumière et de partir de singularité pour en faire de l'universel. Expliquez-nous.
Merci pour ce résumé. C'est vrai que c'est un peu théorique, donc je vais essayer d'être un peu plus pratique. Avant de commencer, je dois dire que je suis très impressionnée par la salle. C'est la première fois qu'un événement dédié aux femmes et à l'économie, aux femmes et à l'entrepreneuriat est si gigantesque pour moi. D'habitude, on est parfois dans des sous-sols, dans des petites salles. C'est Marlène Schiappa qui disait toujours, ne dites jamais que vous avez un petit projet, une petite idée, mais en fait, on a toujours des petites salles. Donc merci merci de ce lieu, vraiment. Et donc, hier, j'étais à une remise de Légion d'honneur et le gars qui faisait son discours disait il faut toujours remercier, saluer, remercier, féliciter. Donc, je vais faire les trois à la fois parce qu'il y a des personnes qui ont eu ce rêve de voir grand, justement, de ne pas avoir la petite idée pour le petit événement dans une petite salle. Donc d'abord, je voudrais te féliciter, toi Audrey. On s'est rencontrés grâce aux femmes du MEDEF de l'Orne et je tiens à saluer, à remercier et à féliciter Jean-Philippe d'être là et d'avoir le courage d'être là, le président du MEDEF Normandie, parce que tu es au premier rang et ça fait vraiment plaisir que tu aies pris du temps sur ta vie entrepreneuriale et patronale d'être là avec nous. Donc merci à toi. Merci à toi, donc Audrey, de m'avoir intéressée à cette manifestation, parce que tu m'as dit, tu peux venir l'année dernière, puis au dernier moment, j'ai vraiment pas pu venir, tu étais déçue, moi aussi. Et donc là, je suis vraiment impressionnée. Dans tous les événements nationaux et internationaux que j'ai pu courir, après, et c'est pas Nicole qui va me démentir, l'événement à l'ONU que nous avons vécu en mars de cette année où il y avait des centaines, voire peut-être plusieurs milliers de femmes, c'est le deuxième où il y a le plus de monde. Donc bravo, vous êtes sur la deuxième marche après New York. Voilà. Voilà. Et j'en profite aussi, je pense que ceci n'est pas un hasard, le territoire est fertile. Pourquoi? Parce qu'on a eu la première femme vice-présidente et première vice-présidente d'une région en charge des affaires qui d'habitude sont réservées aux hommes et qui du coup incarne et porte. Et c'est très important parce que, en fait, moi, une fois quand j'étais beaucoup plus jeune, on m'a appelé pour être sur une liste municipale et on m'a dit bah, tu vas t'occuper de la petite enfance. Manque de bol, j'arrivais pas à avoir d'enfant, donc j'étais vraiment pas la bonne personne. Et donc du coup, et on n'est pas venu me voir sur un truc qui était mon métier, l'innovation, l'entrepreneuriat. Vraiment, ça m'a agacé. J'ai mal commencé en politique. Et donc maintenant, j'ai l'impression d'être un peu plus sérieuse et d'être prise au sérieux quand on me parle de choses économiques. J'y reviendrai également. Et donc, merci aussi aux femmes du MEDEF de Normandie qui sont là. J'ai vu le stand. Bravo à vous, mesdames, d'exister et de faire vivre ce réseau. Voilà, donc j'ai utilisé un gros temps de parole pour saluer, remercier et féliciter. Et pour vous dire, voilà, effectivement que moi, le sujet des femmes et du leadership des femmes et de la présence des femmes dans le monde économique, je l'ai vraiment découvert en prenant la vice-présidence du MEDEF national. On avait Geoffroy Roux de Bézieux avait été élu et puis 3 semaines avant l'issue du scrutin, j'avais fait un ralliement à Bill, je l'avais rejoint et donc il m'avait nommé vice-présidente. Il m'avait dit bah, toi tu es une femme, tu vas t'occuper des femmes parce qu'on s'en occupe pas. Donc très bien, je n'avais jamais connu ce sujet en fait. Moi j'avais été élevée de manière totalement dégenrée par des parents en Bretagne. J'étais devenue chef d'entreprise, présidente de mon syndicat professionnel, ça n'avait jamais été genré. Donc je n'avais pas l'impression qu'il y avait un problème en fait. Et puis effectivement, quand je suis arrivée au MEDEF, que Geoffroy me dit non, en fait, il y a quand même un problème, il y a 35% de femmes dirigeantes, mais on est que 8% au sein du MEDEF. Donc on a un vrai décalage de représentation. Donc il m'a demandé de creuser pourquoi. Et c'est comme ça qu'on a inventé le réseau femmes du MEDEF, qui consistait à mettre en visibilité ces 35% et puis à donner et inspirer et ne pas se donner bonne conscience de faire des partenariats. En fait, c'est l'erreur absolue de faire des partenariats et seulement des partenariats. Il y a un moment donné, il faut se responsabiliser et de l'intérieur, se dire il faut que soi-même, que notre appareil, MEDEF, région, peu importe où, que l'appareil se réforme de l'intérieur et soit exemplaire. C'est trop facile de faire que des partenariats. On se bosse une bonne conscience, on check la case et puis en fait, non, en fait, on n'a rien fait, on n'a pas réformé de l'intérieur. Donc on a fait ça pendant 5-6 ans. Aujourd'hui, moi j'ai la grande fierté d'avoir transmis le réseau Femmes du MEDEF à une présidente de MEDEF territorial, le MEDEF des Landes. Patrick Martin a continué cette initiative, ça pousse de partout. Et en fait, le point où on en est aujourd'hui, et merci Nicole d'avoir rappelé des évidences, c'est la liberté précède l'égalité. Il faut prendre le bâton, il faut se lancer. Et en fait, le point où on en est, c'est qu'il faut qu'on arrête d'avoir des femmes alibis, des femmes rôle modèles, qui sont l'arbre qui cache la forêt et on ne voit pas les autres. Moi, je suis très contente d'être là sur la scène parce que j'ai toujours rêvé de faire un zénith, donc je suis toute contente. Mais néanmoins,
Je pense qu'il faut qu'on passe, c'est le concept que je vous ai évoqué l'autre jour, qu'on passe de la singularité à l'universalité. C'est ce que vous avez dit, Nicole, dans votre prise de parole tout à l'heure. Se dire ça devient un standard, ça devient une évidence standardisée que la mixité, ça existe et c'est puissant et c'est performant. C'est pas juste un combat. Il n'y a aucune raison que ça soit un combat. On va tout à l'école, on a toutes les mêmes diplômes, parfois on est même meilleur à l'école. Donc il faut vraiment qu'on arrête de se dire que c'est un destin exceptionnel, un parcours extraordinaire. Non, les femmes sont comme ça, c'est dégenré. La performance, il y a autant de feignantes que de feignants, et il y a autant de performeurs, femmes comme hommes. Donc, la performance féminine ne l'est pas. Il y a la performance tout court. Et il faut faire de cette singularité de quelques-unes une universalité. Il n'y a que des championnes dans cette salle. Il n'y en a pas juste 4 ou 5. Voilà. Je crois qu'il faudra glisser à l'oreille des organisatrices et des organisateurs, il faudra leur glisser à l'oreille de vous inviter à un prochain forum, Dominique. Karine, comment on mesure l'impact? C'est aussi la question. Est-ce qu'on est capable de mesurer cet impact que vous pouvez avoir dans vos organisations depuis des années? Est-ce que vous avez des KPI? Est-ce que vous avez des moyens comme ça de mesurer l'efficacité de vos actions concernant la parité, concernant la place des femmes, bien sûr, dans votre entreprise? Oui, on a des KPI et il y en a un qui pour moi est essentiel, c'est le fait que les femmes candidatent. Pour moi, c'est un élément essentiel parce que il y a beaucoup de freins encore au fait que les femmes puissent candidater. Et c'est presque enfin, je vois dans mon institution, c'est le problème majeur. Je faisais hier des épreuves on va dire, interne pour accéder à des fonctions de directeur général adjoint de banque régionale. Et on n'avait pas une majorité de femmes. Voilà, on en avait 3 sur 8. Voilà. Or, il n'y avait pas de frein avant, c'est qu'on manquait de candidates. Et une des raisons pour lesquelles on manque encore de candidates, c'est une partie de freins qui sont liés au fait que, est-ce que je suis capable ? Est-ce que je peux? Est-ce que je suis à la bonne hauteur? Et souvent, les femmes, elles ont tendance à regarder les meilleurs. Et donc, du coup, à dire, oui, mais comme je ne suis pas là, je ne peux pas y arriver. Bon. Donc, on a ça. Et on a encore un certain nombre de freins. Et je vois, par exemple, dans mon institution, une des raisons pour lesquelles parfois on manque de candidats, c'est qu'on a créé des dispositifs ou des parcours professionnels qui s'adaptent plus à la vie d'avant. Et je ne dis pas aux hommes, je dis à la vie d'avant qu'à la vie d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Souvent dans les banques, et c'est vrai encore plus dans les banques dites nationales, les grandes enseignes, eh bien, on vous encourage à la mobilité géographique. Donc vous avez fait quelques années, puis ensuite vous devez aller ailleurs, etc. Quand vous aviez, il y a 50 ans, voilà, un des deux qui travaillait, souvent l'homme, que l'épouse s'occupait d'élever la famille, etc. Monsieur avait une mobilité, madame suivait. Elle suivait avec les enfants, etc. Le monde a changé. Et aujourd'hui, quand vous demandez une mobilité, chacun travaille. Donc la question, c'est qui sacrifie sa carrière, en quelque sorte, ou qui se met en second. Les femmes ont souvent tendance à se mettre en second et les femmes ont souvent la notion de la culpabilité, parce qu'attention, si je m'en vais, qui va s'occuper des enfants, etc., etc. Et donc, pour moi, un élément pour savoir comment on mesure, c'est de se dire, si je descends, pourquoi les femmes candidatent moins? Il y a un problème de confiance en elles, mais il y a aussi une histoire de fonctionnement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon fonctionnement, dans mon organisation, dans la façon de voir les choses, pour que les femmes aient envie? Gaëlle, comment vous le mesurez? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup plus de collaboratrices à des niveaux de responsabilité, du coup, donne du volume? Et c'est un KPI chez vous? Alors oui, c'est un KPI qu'on regarde, comme beaucoup de toute façon maintenant toutes les entreprises, les grandes entreprises, le nombre de femmes dans les comités de direction, le nombre de femmes qu'on a sur certains métiers, les métiers de la tech, etc. Et ce qu'on voit, alors on a exactement les mêmes, la même situation avec une difficulté d'avoir un équilibre dans les candidatures. C'est aussi une difficulté quand on remonte, on voit, on est obligé de forcer un petit peu le trait quand on recrute, et quand on revient
encore plus dans la chaîne, on s'aperçoit qu'il y a des sujets, et je reviens à les femmes dans la tech, les jeunes étudiantes pour aller faire des Oui. études plutôt techniques, il y en a peu, il y en a toujours pas assez. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que on a eu une phase où, franchement, on a vu les choses vraiment bouger. Et on est aujourd'hui, nous, je crois, chez Orange, le COMEX, on doit être à 38% de femmes, donc c'est plutôt un beau chiffre par rapport à d'autres entreprises, mais c'est hyper fragile. C'est vraiment à tous les niveaux le nombre de fois où, si on ne fait pas attention, on s'aperçoit qu'un codir qui était à peu près à 35%, poup, il retombe très vite en dessous de la barre des 20%. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment regarder. Et puis après, dans les autres KPI, il y a des KPI de base, hein, mais tout simplement aussi l'égalité salariale. Je pense que c'est des choses très faciles à mesurer, hein, sur des postes équivalents, des parcours équivalents. C'est quoi la différence? C'est des choses assez basiques, hein, mais je pense qu'il ne faut pas les lâcher parce que c'est pareil, c'est des sujets sur lesquels on va très très vite reculer. Voilà, si on ne fait pas attention. Est-ce que je peux me permettre une Allez-y, suggestion? allez-y. On est bientôt à Noël. On évoquait le cas de la tech. Dans la tech, il n'y a pas beaucoup de femmes dirigeantes, mais il n'y a pas beaucoup de femmes du tout. J'ai eu la chance de diriger la filière de l'informatique du groupe, mais le pourcentage de femmes était très très faible. Donc après, c'est difficile. C'est bientôt Noël et on va tous offrir, les hommes et les femmes, des cadeaux à nos enfants. Pensons à offrir des jouets, des jeux qui permettent aussi de faire découvrir aux femmes des métiers, des domaines, voilà, offrir des mécanos aux jeunes filles, voilà. Voilà, et plus on contribuera aussi à ça, plus on donnera envie à ce qu'il y ait des femmes dans tous les domaines et qu'elles ne soient pas juste infirmières ou voilà, et qu'on leur offre des... Dégenrer les cadeaux de Noël. J'ai juste une dernière petite question, parce que le temps file. Et gardez le micro, Karine. Alors, c'est une question que j'ai hésité à vous la poser parce que je ne l'aurais pas posée forcément à un plateau d'hommes. Mais j'ai quand même envie de vous la poser. Vous êtes toutes des bosseuses, mais des bourreaux de boulot. Comment vous faites pour vous ressourcer? Et vous, Karine, qui êtes une femme d'agriculteur, vous êtes mariée à Georges depuis 37 ans. Et comme vous me l'avez confié, je le partage. J'imagine que quand vous n'êtes plus au Crédit Agricole, il doit y avoir énormément de travail à faire à côté. Où est-ce que je me ressource? Déjà dans ses bras. Merci. Je voudrais juste, il faut défendre les femmes, etc. Je voudrais juste dire que tout à l'heure, on parlait de parcours professionnel, d'ambition, etc. Ma carrière, je la dois aux hommes. Et je veux le dire, pourquoi je la dois aux hommes? Parce qu'ils ont davantage cru en moi que moi. Et tout ce que je voudrais faire dans les années à venir, c'est que toutes les femmes que je rencontre, elles croient en elles. Merveilleux mot de conclusion. Dominique, comment vous vous ressourcez? On vous connaît, on vous connaît un parcours de sportive, mais est-ce que c'est le sport qui vous ressource? C'est deux choses, en fait. Vous avez raison de dire qu'on est un peu workaholic. On n'arrive pas à ce que l'on fait sans travailler, sans être complètement accro au travail. Enfin, il n'y a rien sans rien. Enfin, c'est intéressant de le dire ici aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais il y a autant de feignantes que de feignants. En fait, les parcours exemplaires, c'est parce qu'on travaille tout simplement. Donc, effectivement, il y a besoin de se ressourcer. Et comme vous l'avez rappelé, j'ai été athlète de haut niveau. J'étais en équipe de France d'athlétisme. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'était le 400 mètres et donc le tour de piste. Et mon coach, qui était devenu mon mari à l'époque, me disait toujours, tu sais, quand ça va trop vite, tu ralentis. En fait, voilà, c'est assez bête. Pensez-y quand vous allez rentrer chez vous. Quand ça va trop vite, tu ralentis. En fait, c'est vraiment bien, ça marche très bien. Et donc moi, pour me ressourcer, je marche. C'est-à-dire qu'au lieu de courir, je marche et je fais énormément de randonnées. Alors, randonnée urbaine, j'habite à Paris aujourd'hui, donc je marche beaucoup dans Paris. Et puis sinon, je fais depuis quelques années Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis arrivée à Burgos, ça fait 1200 km que je marche et ça calme, je peux vous rassurer. Voilà. Gaëlle, comment vous vous ressourcez, vous également workaholic aussi, s'il en est. Ouais, c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps au travail, c'est sûr. Mais moi, je lis beaucoup.
Voilà, je pense que c'est ma parenthèse, c'est de pouvoir me mettre dans des mondes parallèles grâce à la lecture et ça me fait un peu de bien, que ce soit roman ou essai ou etc. Je trouve que c'est une façon, passant beaucoup de temps sur des écrans, passant beaucoup de temps dans reprendre du papier et un livre, ça me fait beaucoup de bien. Merci Voilà. Gaëlle. Sophie, c'est un sacerdoce d'être élue à un moment où... Non, mais c'est une passion. Enfin, moi, d'abord, j'aime être avec les gens, j'aime être avec les autres et j'aime porter des projets. Donc, c'est enthousiasmant. C'est devenu un métier parce que c'est tellement juridiquement exposé que c'est devenu vraiment très complexe. Non, c'est une vocation. C'est Une pas un vocation. sacerdoce. Donc vous vous C'est- ressourcez façon dynamo. c'est une vocation. Alors, je vais penser à faire ton truc. Je vais marcher à la place de Ouais. courir. Voilà, parce qu'en plus, en talons, c'est mieux. Non, mais moi, je ris. Je rigole. Non, mais il faut rire. Il faut aimer la vie. En plus du sérieux, des responsabilités que vous engagez en permanence tous les jours, j'engage ma responsabilité civile et pénale en prenant des décisions, que ce soit d'un panneau de basket, en étant présidente des bateaux d'exploitation de la Brittany Ferries, tout ça. Donc, il faut rire, quoi. Donc, moi, je décompense en riant. Et si je ne trouve pas des personnes pour me faire rire, je me fais rire moi-même. Merci beaucoup. Je fais des blagues comme Anne Boétie. Justement, donc on le retiendra, on marche, on lit, on rit et on se réfugie dans les bras de son aimé. Merci infiniment, mesdames. Merci beaucoup, Caroline. Merci. On reste pour des questions. A-t-on le On temps va des malheureusement questions? pas avoir le temps pour On des n'aura pas le temps pour des questions-réponses, questions. mais le débat a été rondement mené. Merci pour ces échanges absolument formidables. Et évidemment, vous pourrez rencontrer différents speakers lors de Il y en a un différentes qui est parti. rencontres dans Il y en a- l'espace Rencontres et dédicaces dans le forum. Merci infiniment, mesdames. Merci Pour beaucoup. votre art. Merci, Caroline. Allez, place à notre nouvelle invitée. Notre prochaine invitée, on va faire une petite entorse à la Normandie. Eh bien, elle a grandi au bord de la Méditerranée à Montpellier. Sa terre natale lui a très vite insufflé la sagesse solaire et abyssale de l'Antiquité, son énergie et sa joie de vivre. Alors vous allez voir une Antiquité qui ne va jamais cesser de la fasciner. Elle va étudier les lettres, la philosophie grecque et latine à haute dose. Devenue normalienne, puis agrégée de lettres classiques, elle va enseigner en France, puis à New York, devenant autrice, puis éditrice. Quelle que soit la casquette, l'engagement est le même. Elle est convaincue que la pensée antique est un bien essentiel pour progresser à tout âge, quels que soient les centres d'intérêt ou le domaine d'activité, individuellement, mais également collectivement. Alors, quels sont les liens entre les figures de la mythologie et la posture de dirigeant? Comment construire son identité via les modèles de l'Antiquité? Elle vient nous présenter son dernier ouvrage, Le Chien d'Ulysse, coécrit avec Baptiste Beaulieu. Mesdames et messieurs, Laure de Chantal. Et ma chère Laure, vous êtes avec moi. La chance. Je vous en prie, prenez place. Installez-vous confortablement, ma chère Laure. Alors, quel sujet passionnant, la mythologie. Laure, déjà, que pouvez-vous nous dire sur vous? La mythologie, c'est vraiment votre métier? Ah oui, alors je suis tombée dedans quand j'étais petite, en fait, pour une histoire d'ailleurs de féminité et de féminisme, parce que j'ai grandi autour de moi. Bon, il y avait beaucoup de femmes, non, c'est sûr, mais je me reconnaissais dans aucune d'elles. Et jusqu'au moment où une de mes grand-mères, c'est encore une transmission féminine, a eu la bonne idée de m'offrir un livre de mythologie. Et là, j'ai vu Artémis qui partait des heures courir dans les bois, qui voulait pas se marier, qui faisait ce qu'elle voulait. J'ai vu Athéna qui était puissante, guerrière et victorieuse et sage. J'ai vu Ariane qui décidait de tout laisser, de laisser toute la richesse qu'elle pouvait avoir, de laisser toute sa famille et puis de partir à l'aventure. J'ai vu Antigone qui résistait, j'ai vu Iphigénie qui acceptait elle aussi de se battre, j'ai vu Médée qui avait la grandeur elle aussi même dans le mal, et j'ai vu Perséphone et sa mère Déméter qui bouleversaient le monde. Et je me suis dit, mais en fait,
C'est ça que je veux avoir comme modèle, moi. Et quand je dis modèle, c'est pas forcément, parce que tout à l'heure on a parlé un peu de l'exception, l'universel. Avoir un modèle, c'est simplement avoir une ligne de mire, un idéal, quelque chose qui va vous motiver, qui va vous donner envie de continuer. Et pour moi, toutes ces figures de la mythologie, elles ont incarné ça. Alors j'ai voulu connaître leur langue. Donc j'ai appris le latin, le grec. Là, je me suis aperçue que, bon, on dit toujours que c'est difficile. C'est pas vrai. En fait, c'est assez simple. Il y a aussi cette force dans la mythologie, c'est qu'en fait, et c'est ça les humanités, c'est ça l'humanité, c'est qu'en fait, avec des mots sources, avec des mots racines, on se reconnecte à ce qui est commun à nous toutes et à nous tous. Alors la mythologie, c'est quand même, ça appartient au passé. Comment, eh bien, que pourrait apporter la mythologie dans notre société actuelle? Alors, ça a une grandeur universelle. Et puis surtout, par rapport aux débats qui ont lieu, enfin aux discussions qui ont lieu aujourd'hui, je pense que justement que ça appartienne au passé, c'est très, 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 très important. Parce que moi, en tout cas dans ma génération, j'entends toujours que, voilà, comme si le féminisme, comme si le fait de vouloir mettre les femmes en avant, de demander la parité, enfin de prendre la parité, parce qu'en matière de liberté, il ne faut jamais demander, il faut toujours prendre, c'était quelque chose de récent, vous voyez. Mais en fait, non. Ça existe depuis le début de la culture occidentale, à chaque fois. Et à chaque fois, ça tombe dans l'oubli. À chaque fois que c'est invisibilisé. Et à chaque fois, il faut le redécouvrir et faire comme si c'était une exception. Alors que non, c'est là depuis toujours. Le panthéon des Grecs et des Romains, il est paritaire. Il y a autant de déesses que de dieux. Vous prenez, qu'est-ce qu'on apprenait à l'école dans l'Antiquité? Et ça, nous, on ne le sait plus maintenant. On apprenait, il y avait Homère, mais il y avait aussi la poétesse Sappho, qui était largement aussi connue que Homère. Donc cette dimension de temporalité, cette dimension justement de passé, elle est d'autant plus riche parce que elle nous donne des racines longues et profondes, et elle nous montre aussi que le combat, il est tout le temps. Tout le temps. En fait, avoir un passé, c'est reconnaître que les choses peuvent être tout le temps présentes. Mais en fait, dès l'Antiquité, en tout cas dans le domaine des dieux, en fait, la parité était déjà présente. Il y avait autant de dieux puissants que de déesses puissantes. Oui, alors je vais être un petit peu de parti pris. Je trouve que les déesses sont plus bénéfiques en fait. Elles sont vraiment du côté, en tout cas pour nous, de valeurs très positives. Je vais prendre un exemple que j'aime bien, qui est, il y a deux divinités qui représentent la guerre dans l'Antiquité. Il y a Arès, donc c'est la guerre, c'est un dieu, c'est une puissance virile. C'est la guerre dans sa dimension de meurtre, de sauvagerie, de sang, de larmes. Et puis il y a Athéna. Athéna, c'est la guerre dans la dimension de stratégie et puis surtout de victoire. C'est pas avec Arès que vous êtes victorieux à la guerre, c'est pas en détruisant tout, c'est avec Athéna, celle qui réfléchit et celle qui voit comment, après la guerre, on va pouvoir faire la paix. Mais les Grecs étaient résolument féministes au final. En tout cas, dans leur pensée. Voilà. Si nous devions connaître une seule déesse ou un seul dieu en étant entrepreneur, on va relier ça à l'entrepreneuriat, quel dieu serait-ce? Alors, sans hésitation aucune, une déesse. La déesse Métis, qui est... et comme ça, en plus, au passage, ça vous fait apprendre un mot de grec. Voilà. Mais Métis, c'est laquelle? Alors, Métis, c'est la mère d'Athéna. Et Métis, c'est un type d'intelligence, en fait, qui est l'intelligence pratique, l'intelligence de la décision. En fait, la Métis, c'est pas forcément avoir des grandes idées. La métisse, c'est la capacité à faire la synthèse de tout ce qu'il y a dans une situation, à tel point de voir absolument tout, de sorte qu'on peut envisager légèrement l'avenir, être un tout petit peu en avance, et là, prendre la bonne décision. Et ça me semble correspondre tout à fait à ce dont on rêve quand on est un dirigeant. Alors j'ai une autre question. Alors, comment on peut, on en rêve un petit peu, mais comment on peut réveiller le héros qui est en nous, qui sommeille la plupart du temps en nous? Alors par une autre phrase, vous allez donc un mot de grec métis, mais maintenant que vous savez métis, vous pouvez en apprendre deux de plus, ça fera 3 mots de grec.
Ce qui définit le héros, c'est une belle définition, je trouve, qui est donnée chez Échille, un tragédien, un poète grec. C'est pathos mathein. Donc pathos, c'est l'émotion. L'émotion, pas forcément gaie, pas forcément triste. Tout à l'heure, on a parlé des larmes. C'est aussi les larmes, pathos. C'est tout ce qui nous traverse. Et c'est l'idée qu'en fait, mathein, c'est-à-dire on comprend, on devient plus intelligent quand on est à même d'accepter ses émotions et celles des autres. Donc ça, c'est la dimension du héros. Le héros, c'est d'abord et avant tout celui qui est capable d'écouter ses émotions et de connaître celles des autres. C'est Ulysse, par exemple. Vous voyez, Ulysse, au début, au début de la guerre de Troie, c'est quelqu'un, effectivement, très intelligent, assez retors, un peu froid. Et en fait, il lui faut toute la traversée, toutes les souffrances. C'est ainsi qu'il est défini au début de l'Odyssée, l'homme aux 1000 souffrances. Il lui faut ces 1000 souffrances et les 1000 souffrances de ses compagnons pour devenir réellement héroïque. Donc voilà, une bonne manière d'être réveiller le héros, c'est de penser avant tout qu'il faut cultiver ses émotions. Et aussi, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, dans l'Antiquité, les larmes, et pour les femmes et pour les hommes, c'est justement un signe de grandeur. Échille, Ulysse, Antigone, ils n'arrêtent pas de pleurer. Et ce sont eux les héros. C'est une déesse que j'aimerais réveiller en moi, ce serait plutôt Aphrodite, à choisir. Ah bah elle est déjà, vous rayonnez l'aphrodisme. En général, je réveille plutôt Dionysos. C'est bien le problème. Je crois qu'on n'est pas les seuls. C'est le dieu du vin, pour ceux qui ne connaissent pas. Et de la fête. Et de la fête. Et de la fête, de la joie de vivre. J'aimerais qu'on parle brièvement de votre ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui. D'ailleurs, vous serez en dédicace juste derrière cet entretien. Le chien d'Ulysse, coécrit avec Baptiste Beaulieu. J'aimerais vraiment qu'on présente très rapidement également Baptiste Beaulieu. Baptiste, et comment est née cette collaboration. Alors, ça a été... c'est vraiment un livre, pour moi, merveilleux. En fait, à l'occasion d'un autre livre... alors moi j'étais fan de Baptiste Beaulieu, toute seule dans mon coin et sociologue, médecin, sociologue, voilà, et romancier. Et donc il m'écrit, via l'éditeur, pour dire qu'il avait adoré un précédent livre que j'avais écrit justement sur les déesses grecques, qui s'appelle Libre comme une déesse grecque, où je parlais de ces figures féminines de la mythologie, et il m'avait dit à quel point il avait aimé ce livre et à quel point pour lui c'était important la mythologie dans sa pratique, en fait, dans son quotidien de médecin. Et moi, ça m'a enchantée. Donc on s'est dit que dans le livre, on allait raconter ça. Parce qu'en fait, il décrit bien que dans la vie du médecin, dans la vie du praticien, on a besoin justement de voir cette dimension de grandeur. Parce que la vie d'un médecin, c'est difficile. Et qu'en fait, si on considère chaque patient comme potentiellement un dieu grec ou un héros grec qui vient là pour vous tester, on le soigne mieux. Voilà. Donc dans le livre, c'est ça qu'on raconte. C'est un livre qui est c'est beaucoup de récits, c'est très anecdotique. Et en fait, il raconte à chaque fois des situations de certains de ses patients. Et... moi, je lui raconte ensuite, j'enchaîne dans le chapitre en expliquant comment ça renvoie à un moment de la mythologie. Parce qu'en fait, la mythologie, on dit toujours que c'est pour les enfants, mais je pense que non. La mythologie, c'est vraiment un type de philosophie et un type d'enseignement qui vous accompagne toute votre vie et qui nous relie aussi à tous ces êtres du passé. C'est quand même assez formidable de se dire qu'en lisant ces textes, on se reconnecte à des gens qui ont eu les mêmes problèmes que nous, mais il y a 5000 ans. Et c'est ça, les humanités. Si demain, je me réveille, je décide bien que l'Antiquité, la mythologie doit m'éveiller, me réveiller, je commence par quoi? Alors, lire votre livre, lire Le chien d'Ulysse, bien sûr. Alors, surtout, j'insisterai sur une chose qui est que il faut toujours prendre, donc oui, lire Le chien d'Ulysse, les autres livres, mais prendre des traductions qui sont récentes. D'abord, le meilleur conseil, c'est apprenez le latin et le grec, quoi. Faites-en. Je veux dire,
Amicus, Rosae. Ouais, Et- non mais c'est pas très, franchement, c'est pas très difficile Je m'arrête là. parce que, mais c'est déjà un bon début, je veux dire. Mais on parle pas souvent latin en 2025. Dans les bars en fin de soirée, parfois, on en oui, revient à Dionysos. Oui, ben voilà. On parle couramment latin à partir de diem, 23h. c'est Carpe ça. diem, c'est vrai. Bah ouais. Tous nos mots In viennent du vino grec, d'ailleurs, veritas, du tous latin. ces trucs-là, Il oui, vino veritas. Vous en connaissez plein, je suis sûre. Et parce que, en fait, je dis ça parce que, ou de prendre la traduction la plus moderne, parce que, en fait, les traductions qu'on a, généralement, elles ont été faites par des messieurs du XXe siècle, voire des messieurs du XIXe siècle, qui étaient très forts en latin, très forts en grec, qui étaient peut-être aussi pour leur époque féministes, mais qui appartenaient à leur temps. Et en fait, la langue qu'ils emploient et les référents qu'ils ont n'est plus les nôtres. Par exemple, je vais donner un tout petit exemple et je serai rapide. Il y a un mot grec qui est parthénos, qui est systématiquement traduit par vierge, parce que au XIXe siècle, si on voulait dire d'une femme qu'elle n'était pas mariée, on disait « oh, une vierge ». Mais plus maintenant. Voilà. C'est une célibataire, une parthénos, en fait. Donc, sur plein de choses comme ça, prendre une traduction ancienne, c'est pas service à rendre. Et honnêtement, vous avez plus vite fait d'avoir quelques rudiments de grec. Et pour les textes, je conseillerais, moi, Médée d'Euripide. Ben voilà, tout simplement. Mm. Quel serait le mot de la fin, ma chère Laure? Au mot de la fin, alors j'ai beaucoup parlé de femmes et de divinité, alors on va quand même prendre un philosophe grec. Ça serait « Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour prendre soin de son âme », qui est une citation d'Épicure. C'est très joli. Merci infiniment, Laure de Chantal, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, votre livre, Le chien d'Ulysse, sera disponible évidemment sur le forum et à la dédicace. Laure, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Vous pouvez laisser tout. Vous pouvez laisser tout et rejoindre les coulisses parce qu'on va marquer une courte pause désormais. Je vous invite donc à retrouver Laure de Chantal avec son livre Le chien d'Ulysse à l'espace rencontre et dédicace, ainsi que l'ensemble évidemment de nos speakers de l'Open Talk. Dans le village du forum, n'hésitez pas à aller à la rencontre des experts qui sont là pour vous aider à relever vos prochains défis et challenges. Le Speed Conseil, ça commence dès maintenant. Je vous donne rendez-vous à 16h15 pour une nouvelle conférence. Ma singularité, ma signature, Audrey, elle se moque, plus personne ne m'écoute. Et puis sinon, avant de se quitter, pour les trois qui sont encore là, un tonnerre d'applaudissements pour le groupe Leclerc et l'entreprise de Richke pour leur présence et leur énergie. Et merci surtout à vous tous d'être là. Merci infiniment. Merci à tous les speakers de me rejoindre sur scène pour la traditionnelle photo post-conférence. Merci infiniment. Mais avec joie.